Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Le ministère de la Santé a organisé un atelier de réflexion sur la stratégie de la triple élimination et la transmission mère et enfant. Pour les actualités internationales, selon un nouveau bilan, au moins 79 personnes se sont noyées lors du naufrage d'une embarcation de migrants. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le journal au complet. Le ministère de la Santé a organisé un atelier de réflexion sur la stratégie de la triple élimination de la transmission mère et enfant concernant le VIH, la syphilis et l'hépatite B. Placé sous le patronage du ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdillah, l'atelier de réflexion s'est déroulé en présence de la représentante de l'UNICEF, Mme Beat Dastel, du représentant adjoint de l'OMS, M. Farhad Hassan Farah, et de la maire adjointe, Mme Fatouma Mohamed Kamil. Cette table ronde a pour but de rejeter les jalons d'une nouvelle stratégie intégrant des méthodologies innovantes dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant de VIH, de l'hépatite B et de la syphilis. Un triple objectif qui peut être efficacement atteint grâce à des interventions telles que la prévention de nouvelles infections chez les personnes en âge de procréer, la prévention des grossesses non désirées, le dépistage prénatal, le traitement et la vaccination par le biais de la plateforme de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile. Par ailleurs, une redynamisation de la coordination et un meilleur déploiement de ces interventions assureront la garantie supplémentaire d'une offre de prestations de services efficaces et des résultats escomptés. Dans l'atteinte de ces résultats, le but annoncé est de réduire les nouvelles infections de VIH à 70% d'ici l'horizon 2024 et d'éliminer la transmission parent-enfant de VIH d'ici 2025. L'élaboration de cette nouvelle feuille de route réaliste impliquera l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux pour conférer une place prioritaire à cette stratégie de la triple élimination de la transmission mère-enfant de VIH, de la syphilis et de l'hépatite B à Djibouti. On écoute les interventions de la représentante de l'UNICEF, Mme Beat Destel, et le représentant adjoint de l'OMS, M. Farhad Hassan Farah. Un enfant est une réalité tragique qui touche des milliers de nouveau-nés chaque année. Pourtant, nous avons les connaissances et les outils nécessaires pour y mettre fin. La rédaction d'une feuille de route nous permettra de coordonner nos efforts, d'établir des objectifs clairs et de suivre les progrès réalisés. La première étape de ces feuilles de route pour l'élimination du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B de la mère à l'enfant consiste à renforcer les systèmes de santé, à promouvoir le dépistage précoce des femmes enceintes. Il est essentiel d'établir des protocoles clairs pour le dépistage systématique pendant la grossesse afin d'identifier rapidement les femmes infectées et de leur offrir un service médical approprié. Cela permettra de garantir l'accès aux traitements antirétroviraux pendant la grossesse, ce qui réduira considérablement le risque de transmission. Ensuite, nous devons améliorer l'accès aux soins prénatals de qualité pour les femmes séropositives. Cela comprendra des services de conseil et de soutien, des informations sur les moyens de réduire le risque de transmission du VIH, de la syphilis et de l'hépatite virale B pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, ainsi que les conseils sur les alternatives à l'allaitement maternel. À l'échelle mondiale, on estime que 1,3 million de femmes et de filles vivant avec le VIH tombent enceintes chaque année. Il faut s'imaginer ce chiffre. En l'absence d'intervention, le taux de transmission de VIH d'une mère vivant avec le VIH à son enfant pendant la grossesse, le travail, l'accouchement ou l'allaitement varie de 15 à 45%. Ce sont vraiment des chiffres très alarmants. Le VIH, hépatite virale et infections sexuelles transmissibles causent collectivement 2,3 millions de décès et 1,2 million de cas de cancer chaque année et continuent d'imposer le fardeau de santé publique dans le monde entier. Excellences, Mesdames et Messieurs, en 2019, 85% des femmes et des filles dans le monde avaient accès à la thérapie antirétrovirale pour prévenir la transmission mère-enfant.
Le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble Abdillah, a quant à lui rappelé l'importance de ces enjeux et défis dont son département doit s'atteler à répondre efficacement avec l'appui des partenaires techniques et sectoriels. Je suis honoré de participer à vos côtés ce matin au lancement des activités de cet atelier de réflexion sur la stratégie de triple élimination de la transmission mère-enfant, VIH, syphilis et hépatite B. Tout d'abord, je voudrais saluer ici l'ensemble des parties prenantes qui participent à cette discussion et à cette analyse de la situation actuelle de la prévention de la transmission parents-enfants dans notre pays, afin d'identifier les défis et les contraintes pour déterminer les interventions prioritaires pour cette triple élimination. J'ai saisi cette occasion pour remercier encore une fois la représentante de l'UNICEF, Madame Beate Dastel, toujours disponible et présente avec nous pour accompagner le ministère de la Santé dans le cadre de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Également remercier l'OMS, le PNUD, la société civile, la mairie, etc. Mesdames et messieurs, il est judicieux de proposer une approche qui coordonne afin d'assurer la triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, hépatite B et syphilis et de fournir les orientations aux décideurs politiques, aux responsables et aux professionnels de santé. Les enjeux et les défis sont énormes, mais le ministère de la Santé doit s'atteler à répondre efficacement à l'attente de la population en matière de santé, et ceci avec l'appui de nos partenaires traditionnels. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler l'importance de la problématique qui nous réunit ici, à savoir l'infection du VIH-Sida, qui représente une problématique de santé publique pouvant galvauder la santé dans notre pays. Eu égard à l'importance de la santé de la mère et de l'enfant, le ministère de la Santé a inscrit dans son plan national de développement sanitaire PNDS 2020-2024 que la prévention de cette transmission parents-enfants est une priorité nationale. Après les allocutions d'hier à l'atelier de lancement du projet d'amélioration des bidonvilles et du développement urbain intégré de la zone de Djagabodor dans les secteurs de 4 et 7, dans le cadre du programme Zéro Bidonville, les officiels présents ont eu un échange fructueux avec la société civile de ce dit quartier. Ces échanges ont porté sur le bon aboutissement de ce projet titanesque et la participation des habitants. Cette réflexion ambitieuse s'est voulue ouverte et inclusive pour le plus grand nombre. La participation citoyenne a une échelle plus stratégique et une dimension majeure pour le projet urbain et de sa réussite. Une convergence d'idées fut éclore de ce débat, si elle devrait dans la même direction dans le cadre de ce projet. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, a participé hier en tant qu'invité d'honneur au 16e Forum germano-africain de l'énergie à Hambourg, en Allemagne. Le ministre Younis Ali Guedi était accompagné d'une importante délégation composée de l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, son Excellence Yassine Hussein Ali, de son conseiller technique M. Mahdi Wabri Hassan, du directeur de l'énergie M. Goulet Mohamed Jama et du directeur général de la SIHD M. Dabbar Adawe Ladi. Organisé par l'Association économique germano-africaine Africa Vera sous le parrainage du ministère fédéral allemand des Affaires économiques et de l'action climatique, débloquer les industries, l'hydrogène en Afrique, transformer les infrastructures et les partenariats, telle a été la thématique retenue cette année par les organisateurs de ce forum. À noter enfin qu'au cours de son séjour en terre allemand, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, s'entretiendra avec des hauts responsables de l'État fédéral allemand sur les questions énergétiques, participera également à un panel ministériel de haut niveau consacré à la logistique et à la réglementation derrière le commerce de l'hydrogène et rencontrera des dirigeants d'entreprises ainsi que des investisseurs européens intéressés par la destination Djibouti.
Toujours aux nouvelles du pays, le centre d'exhibition Red Sea World a abrité ce matin une cérémonie de signature d'accords pour le développement des projets d'infrastructures énergétiques entre le président du Great Horn Investment Holding, Aboubakar Omar Hadi, le directeur du fonds souverain, M. Slim Ferrani, et Mme Tass Anwarpour de la société Néothermis de la France. C'est ainsi que Mme Anwarpour de la société Néothermis de prononcer un discours en exprimant l'importance des investissements dans un pays comme la République de Djibouti. On écoute à présent les propos du directeur du fonds souverain, M. Slim Ferrani. Donc Néothermis, investisseur étranger, investisseur direct étranger. Et merci à nos partenaires sur tous les plans. Donc Great Horn Investment Holding, GHIH. L'union fait la force, et c'est clair ici. Donc ce n'est pas 2 partenaires, c'est 3 partenaires. Et le plus, le mieux en fait, pour réaliser la vision 2035 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismail Omar Guelleh. Allah lui donne bonne santé et longue vie. La vision nécessite un visionnaire et un leadership. Et ensuite, il faut l'exécution de la vision. Et c'est là qu'on peut exécuter la vision, c'est à travers les investissements. Pour les objectifs, entre autres, quantitatifs, mais avant le quantitatif, c'est une prospérité inclusive et durable. Inclusive et durable. Et là, on va parler surtout de durable à notre niveau des investissements. Mais les objectifs quantitatifs, attirer 200 000, à créer 200 000 emplois, attirer 500 000 touristes, tripler le PIB par habitant, c'est des objectifs ambitieux, mais réalisables, c'est à travers les investissements. Il y a un moteur principal qui pousse l'économie et la croissance, c'est l'investissement. Ensuite, nous allons écouter les propos du président des autorités de port et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi. 2035. C'est Green Energy, 100%, la vision de notre président, pour tous les pays, et particulièrement pour la zone de production des zones franches et des ports. Ensuite, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a organisé en cette journée de mercredi 14 juin 2023 une cérémonie de remise de certificats des spécialités en gestion et en management. Ces organisations publiques GMOP, en étroite collaboration avec l'ambassade de France et l'Institut régional d'administration de Lille. Cette formation se veut avant tout d'accompagner la transformation de l'administration destinée à rehausser le niveau de compétences techniques de 59 hauts cadres de l'administration. Il s'agit pour l'INAP et de l'IRA d'appuyer la transformation publique qui est un défi passionnant. Ce projet s'inscrit dans la vision 2035, l'amélioration du cadre et des conditions de vie des Djiboutiens et Djiboutiennes, la mise en œuvre de cette formation, de ce cursus composé de 8 modules, la participation de 24 cadres du ministère de l'Emploi répond aux exigences de tous les départements ministériels pour l'harmonisation, la performance et la transformation de l'administration public. Il était question de l'amélioration de la gouvernance financière dans des institutions publiques, du renforcement du service civil volontiers pour l'emploi qui prévoit à donner l'espoir aux jeunes sans emploi et des projets susceptibles de déconcentrer le service de mine à Tadjoura. La cérémonie s'est terminée avec la remise du certificat pour les lauréats ainsi que des cadeaux aux officiels présents, des moments forts qui ont marqué l'événement. Un cycle de formation pour les cadres, chacun apportant son expertise. L'INAP sur les compétences techniques essentielles à l'exercice de la fonction de cadre et l'IRA sur son expertise dans le domaine managérial et organisationnel. Nous avons inauguré ici même le cycle en février dernier avec 24 auditrices et auditeurs et je crois pouvoir dire que c'est un succès au regard des résultats brillants obtenus par cette première promotion. Au-delà de la qualité des projets sur lesquels a travaillé la promotion GMOP et qui nous ont été présentés, je retiendrai un point commun,
Ils s'inscrivent dans la vision 2035 portée par son Excellence le Président de la République et tous ont pour finalité l'amélioration du cadre et des conditions de vie des Djiboutiennes et des Djiboutiens. Voici l'intervention de l'auditeur Aden Mohamed. On écoute ses dires. Je tiens tout d'abord à remercier le Président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Margueli, qui exhorte et donne les moyens aux forces vives pour qu'elles puissent être des forces de proposition afin que ce pays soit compétitif sur la scène internationale. Je remercie le ministre du Budget, son Excellence Ismaël Ibrahim Roblé, de l'opportunité qu'il m'a donnée. Je remercie également le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd. Je remercie aussi le directeur de la comptabilité publique, M. Ihab Nadim Saad, de la confiance qu'il m'accorde. Merci également à l'IRA et à l'INAP, représentés par Mme Cécile et M. Charmaké, et aux professeurs qui nous ont dispensé des enseignements de qualité. Je vais un petit peu vous présenter mon projet, qui s'intitule « Amélioration de la gouvernance financière dans les établissements publics ». La République de Djibouti, à travers le pilier numéro 3 du plan national de développement nommé Djibouti ici, qui s'étale entre 2020 et 2024, qui est une composante de la vision stratégique 2035, a fait de la bonne gouvernance des institutions un enjeu majeur de son développement, en particulier la gouvernance financière dans les établissements publics. Ces 10 documents permettront d'élaborer des budgets réalistes et qui sont en adéquation avec les objectifs de chaque entité. Et ce simple changement pourra à terme alléger le poids des subventions allouées à ces établissements dans le budget national et permettra une meilleure visibilité financière des entités et la fiabilité des documents produits, l'opportunité de régler un problème systémique et d'instaurer un environnement propice à la bonne gouvernance financière. Voici la réaction d'une participante de cet événement. On l'écoute. Je fais partie de la première promotion. On fait une formation de management organisationnel public. Inch'Allah, c'est réussi. Je remercie le directeur de l'INAP et la directrice de l'IRA aussi. Mon thème se portait sur l'installation d'une plateforme numérique de gestion de courrier. Ça permettra aux assistants du cabinet de travailler plus rapidement et de protéger la confidentialité des courriers. On aura présent, à l'instar des régions du Sud, la FAO et le ministère de l'Agriculture a organisé une formation à Obok. Les thématiques clés abordées lors de cette formation étaient les bonnes conduites des pépinières, le répiquage et l'irrigation de goutte à goutte. L'objectif de cette formation était également d'améliorer les connaissances et les compétences des agriculteurs dans ce domaine essentiel pour une agriculture productive et durable. Les formations ont partagé des techniques avancées, ont partagé des techniques avancées et des pratiques innovantes permettant aux participants de renforcer leurs capacités et d'adopter des approches plus efficaces dans leurs activités agricoles. Dans la clôture de cette formation a été marquée par un moment spécial où des matériels agricoles ont été distribués aux bénéficiaires. Cela comprend des équipements tels que des outils de jardinage, des semences, des qualités et des systèmes d'irrigation adaptés. Cette initiative vise à soutenir les agriculteurs dans la mise en pratique de leurs nouvelles compétences en leur fournissant les ressources nécessaires pour améliorer leurs pratiques agricoles. Ce programme de formation dans les régions du Nord témoigne de l'engagement continu de la FAO et du ministère de la Culture envers le développement rural et agricole durable. Fait divers de ce journal, dans le sud du pays, Ali Sabié, c'est dans le cadre de la lutte contre la contrebande, le trafic de drogue, que la brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec la police du détachement d'Ali Sabié, a saisi hier soir une importante quantité de sachets de cannabis à la frontière de Galilée. Par la suite, le contrebandier a été arrêté et transmis au poste de la police d'Ali Sabié pour faire l'enquête. Compte tenu de la gravité de ces faits, la police a mise en cause, les mises en cause sera traduite devant la justice pour répondre de ces actes. Cette importante marchandise de drogue composée de paquets de 50 kilos remplis de cannabis, le contrebandier qui voulait acheminer en quantité très importante dans la capitale.
C'est dans le cadre de la stratégie de numérisation, de partage et de protection des données sur la santé transfrontalière dans notre région que l'équipe du projet de numérisation des données sur la santé dans la région d'Eligad a organisé ce matin en rencontre de la collaboration transfrontalière à l'hôtel de Gobaad de Dikil pour le renforcement de la surveillance des maladies. Ce projet bénéficie d'un soutien financier de l'Agence allemande de développement et de la coopération internationale, qui est connue dans son acronyme GIZ. La réunion a été ouverte par le préfet adjoint de Dikil, M. Youssouf Ali Iye, le médecin-chef de la région sanitaire de Dikil, le Dr Jama' Moussa, et M. Idriss Dersa, expert en charge des systèmes d'information sur la gestion de la santé au ministère éthiopien de la Santé. Les discussions techniques ont permis de revoir l'agenda de ce comité transfrontalier censé coordonner les activités de surveillance et de riposte à la Covid-19 et des autres maladies épidémiques transfrontalières comme la tuberculose. À ce titre, le comité transfrontalier aura un rôle d'orientation et de conseil pour éclairer les acteurs et les parties prenantes sur la portée de l'état d'avancement des activités de santé communes dans les zones transfrontalières. Un système de travail au niveau transfrontalier. Faciliter un système de travail entre deux pays frères, deux pays amis. C'est une vraie aubaine. L'un des objectifs principaux, c'est de pouvoir mettre en place ce système de travail, de pouvoir faciliter et de pouvoir prévenir l'installation d'une épidémie d'une part et d'autre. Le dernier point sur lequel nous sommes là, c'est tous les éléments qui sont en rapport avec la charte de travail. La charte de travail, la charte de partage de données au niveau frontalier, au niveau des deux pays. L'objectif, c'est de savoir, lorsqu'il y a une épidémie qui va se déclarer au niveau de Djibouti, un partage de données validé de Djibouti vers leurs collègues d'Éthiopie. Lorsqu'il y a une épidémie qui se déclare au niveau frontalier de l'Éthiopie, c'est de pouvoir avertir, informer leurs collègues de Djibouti. Sur ce, je voudrais vous remercier de pouvoir assister. On écoute les propos à présent du préfet adjoint, M. Youssouf Ali. D'abord, avant tout, remercier l'IGAD pour avoir donc initié cet atelier. Cet atelier a une importance capitale pour les deux pays et surtout pour la population transfrontalière des deux pays, pour éviter que les maladies ne traversent actuellement. Nous avons une grande population qui traverse les deux frontières. Donc, l'IGAD est prête et l'objectif de cette réunion est de ne pas laisser passer les maladies transmissibles transfrontalières. Donc, je voudrais d'abord féliciter donc cette initiative car ce sont des services sanitaires des deux pays transfrontaliers, des deux régions transfrontalières de nos deux pays qui se retrouvent ici à Dikil. Donc, je vous dis et je souhaite la bienvenue à la délégation qui est venue donc de la région du Kulil Afar, qui sont aujourd'hui avec nous. On leur souhaite la bienvenue. Donc, je déclare ouvert l'atelier de cette réunion. C'est dans le cadre d'un tournoi triangulaire organisé par l'île Maurice que l'équipe nationale a obtenu une victoire par forfait contre le Kenya samedi. Hier soir, les Requins de Djibouti affrontaient pour leur second match île Maurice. Les Requins ont battu leur adversaire par 3-1 buts à l'issue d'une rencontre pleine de surprises. Dominés durant la première période par un 1-0, les Requins se sont rattrapés lors de la seconde période où ils ont égalisé et dépassé par la suite les Mauriciens. Le président de la Fédération djiboutienne de football et vice-président de la CAF, M. Suleiman Hassan Ouaberi, vient d'adresser ses vives félicitations aux joueurs et aux membres du staff technique des Requins pour la belle victoire réalisée face à l'équipe nationale de l'île Maurice. A noter que toute la République de Djibouti avait suivi attentivement ce match, la preuve que les Djiboutiens accordent une attention particulière à son équipe nationale. Sport toujours, l'équipe nationale de tennis participe les éliminatoires de la Coupe Davis. Le centre technique de tennis de Gabon a abrité hier soir les derniers préparatifs de l'équipe nationale senior de tennis.
La team nationale de tennis djiboutienne participeront pour la première fois depuis de nombreuses années. La qualification de la Coupe du Monde de tennis et les éliminatoires vont se dérouler à Congo-Kinshasa du 19 au 15 juin de cette année. En effet, 5 joueurs djiboutiens de l'équipe nationale vont prendre part à cette compétition. Le dernier entraînement à Djibouti a vu la participation du président de la Fédération du tennis ainsi que ses proches collaborateurs. Je m'appelle Kahin Mohamed Ibrahim. Je suis un participant de l'équipe nationale de Djibouti. On va devoir participer au Davis Cup africain cette année-là. Malheureusement, Djibouti n'a pas participé depuis 20 ans. Mais on est heureux qu'on soit de l'équipe nationale cette fois-ci qui vont participer pour pouvoir représenter notre pays Djibouti. Et Inch'Allah, on espère gagner au moins quelques trophées et revenir avec des trophées. Merci beaucoup, salam alaikum. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, un nouveau drame de la migration en Méditerranée. Selon un nouveau bilan, au moins 79 personnes se sont noyées lors du naufrage d'une embarcation de migrants au large de la péninsule du Péloponnèse, dans le sud-ouest de la Grèce, ont annoncé mercredi les gardes-côtes grecs. Mais des rapports indiquent que près de 600 à 700 personnes se trouvaient à bord de ce bateau. Alors les autorités grecques s'attendent à ce que le nombre de morts noyés augmente de façon exponentielle. Une centaine de personnes ont par ailleurs pu être secourues à ce stade, alors que le naufrage s'est produit dans les eaux internationales au large de Pylos, en mer Ionienne. Les personnes secourues ont été accueillies dans le port de Kalamata, dans le sud du Péloponnèse. 4 autres personnes ont dû évacuer par hélicoptère également jusqu'à Kalamata, où elles ont été hospitalisées dans la foulée. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3.